Ok, merci de m'avoir donné la parole pour parler de quelque chose de très pratique. Là, on a vu la théorie. La pratique, c'est plus difficile que la théorie. Souvent, on est face à des situations qui nous posent des problèmes et puis est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? On prend la vie du couple et quelquefois on trouve quand même des difficultés pour aborder cette insémination intra-utérine, cette stimulation ovarienne dans le cadre de l'insémination intra-utérine. Alors, est-ce que je peux avoir le micro mobile parce que là, ça me gêne. Donc, l'insémination, la stimulation ovarienne dans le cadre de l'insémination intra-utérine est quelque chose de plus difficile que la stimulation en FIV, puisqu'elle n'est pas codée et qu'il y a toujours des aléas et souvent, on se retrouve dans des situations qui sont difficiles parce qu'on a plus qu'il ne faut ou bien on a moins que ce qu'on attend. L'objectif, bien sûr, c'est d'avoir 2, maximum 3 follicules matures chez une femme jeune. Et cet équilibre entre le désir de réussir et le risque de complications, essentiellement les grossesses gémellaires, n'est pas facile à avoir. Bien sûr, le protocole de stimulation se base sur un bilan clinique et biologique du couple. Donc, avoir les meilleures chances de grossesse en IAC, c'est essayer d'augmenter la fertilité du couple, de la femme en faisant cette stimulation ovarienne et du monsieur en faisant la préparation du sperme. Et grossièrement, on réfère toujours à cette méta-analyse de Huck, 6% de grossesse en cycle naturel, 7% avec le citrate de clomifène et 15% avec les gonadotrophines. On va revoir un peu les guidelines du NICE concernant la stimulation ovarienne pour l'insémination intra-utérine. Bon, beaucoup de choses ont été dites, je résume. Les gonadotrophines sont les meilleures quand l'insémination est couplée à la stimulation ovarienne. Les antiestrogènes sont moins chers mais restent moins efficaces comparés aux gonadotrophines sans pour autant éviter le risque de grossesse gémellaire. Il y a le problème du coût et il y a le problème de l'effet sur l'endomètre. Et quand on utilise les gonadotrophines, maximum 50 à 75 unités par jour et on utilise le traitement tous les jours, donc pas un jour sur 2. Si on augmente les doses, les taux de grossesse restent sensiblement les mêmes alors que le taux de grossesse multiple et le risque d'hyperstimulation ovarienne augmente. Il semble qu'il n'y a pas de place pour les analogues de la GnRH, ça augmente le prix et ça augmente le taux de grossesse multiple. Aucune différence entre urinaire et recombinante, place possible pour les antagonistes de la GnRH, pas de preuve de la supériorité du litrozole par rapport au citrate de clomifène et le coût doit être bien sûr considéré. Alors en pratique, le clinicien se retrouve devant des difficultés en abordant une stimulation ovarienne pour IAC. Le choix des médicaments, la dose, le début du jour de stimulation, le risque éventuel de cette stimulation et puis parfois on est devant un dossier où ou bien il faut arrêter ou bien il faut faire autre chose. Donc, le premier dossier, c'est celui d'une femme de 24 ans, monsieur 30 ans, infertilité primaire de 2 ans, suivi donc pour un nodule du sein. Pour la femme, légère hyperprolactinémie, le reste du bilan est normal, monsieur spermogramme normal, donc il s'agit d'une infertilité primaire idiopathique. Donc, on a choisi, vu l'âge jeune, de commencer de donner le citrate de clomifène à raison de 2 comprimés par jour, J2, J6, après avoir fait donc une échoprestime qui innocente les ovaires,
Le premier contrôle, bon, nous, on fait le monitorage échographique. Parce qu'on on réserve le monitorage hormonal à des cas très particuliers, vu le coût chez nous. Donc, à J9, pour le monitorage, il y a des gens qui font le premier monitorage à J8, à J9, quelquefois à J10. Donc, à J9, on a 4 follicules, 16, 14, 17 et 15, avec un endomètre de 7,7 mm. On a attendu 2 jours. La taille folliculaire 21, 19 et demi, 17 et demi, 16 avec un endomètre de 7 mm. Alors, quel est votre avis? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? On déclenche et on fait l'IAC. Je rappelle que cette femme, elle a 4 follicules, 21, 19 et demi, 17 et demi et 16. Qui pour continuer? Le doigt? Qui pour continuer? Donc la plupart veulent arrêter. C'est ce que j'ai dit, c'est difficile de prendre la décision et souvent on prend l'avis du couple, on discute avec lui et on l'avertit du risque de grossesse multiple. Bon, pour ce couple, et je crois qu'en Tunisie c'est difficile de commencer un cycle et de l'arrêter. Souvent les gens le prennent du côté négatif et ce couple il a décidé de continuer. Donc la femme était enceinte, heureusement que la grossesse était unique. Je rappelle ici que pour nous, on ne fait pas de dosage de l'ALH et donc on ne sait pas s'il y a déjà un pic de LH ou non. Et c'est pour ça que le lendemain du déclenchement, le lendemain de l'HCG, on fait quand même une écho de contrôle pour être sûr que l'ovulation n'a pas eu lieu. Et on fait l'insémination 36 heures après si l'ovulation est absente. Le deuxième point, c'est le soutien de la phase lutéale. Est-ce qu'on soutient la phase lutéale ou non en matière d'insémination intra-utérine? La plupart des gens, pour les réponses poussifolliculaires, 1, maximum 2 follicules, ne font pas de soutien. Je pense que si l'estradiol augmente de façon importante, bon ici on n'a pas dosé de l'estradiol, il vaut mieux faire le soutien de la phase lutéale par la progestérone. Pour la deuxième patiente, donc femme de 29 ans, monsieur 31 ans, CIT secondaire, ils ont eu une grossesse arrêtée suite à une insémination. Madame, elle a un cycle régulier, prolactine 38, donc elle a été mise sous cabergoline. Et le test de UNER était négatif pour monsieur, le spermogramme est strictement normal. Donc CIT secondaire, cervicale, avec quand même une dysovulation. Ici, on a commencé la stimulation le 5e jour par les gonadotrophines à raison d'une ampoule, donc 75 unités par jour. Les coprestimes montrent quand même des follicules, 5 follicules en trop à droite, 6 à gauche. La femme, elle a oublié de faire son traitement à J6 et J7. Le contrôle J8, un follicule de 15,5. À J10, un follicule de 21 avec un endomètre de 9,6 mm. Alors, je crois que la réponse est facile. Est-ce qu'on annule vu qu'il y a un seul follicule ou bien on continue? Et je crois que l'idéal, c'est d'avoir 1 à 2 follicules, maximum 3. Donc, on a continué et la femme n'était pas enceinte. En fait, elle avait un taux de bêta-HCG qui était positif, mais elle a vite annuler ce test positif. Et donc, on a repris la deuxième insémination, le même traitement. Et à J10, elle avait un follicule de 22. Et vous voyez ici, on a déclenché à J10 et on a fait le contrôle le lendemain. Et on a constaté qu'elle a ovulé, cette femme, le lendemain du déclenchement de l'ovulation. Et on a fait l'insémination, donc 24 heures après, elle était enceinte et elle a accouché.
La troisième observation, donc 34 ans, monsieur 44 ans, infértilité primaire de 12 mois. Pour madame, cycle irrégulier avec des retards qui arrivent jusqu'à 60 jours. Le test postcoïtal est déficient pour monsieur, spermogramme, tératospermie à 0%. Donc il s'agit d'une infertilité primaire par disovulation avec un facteur masculin. On a choisi le protocole citrate de clomifène plus HMG, donc on a commencé à J2 le citrate, le 5e jour on a ajouté l'HMG, le contrôle à J9, on trouve 3 follicules, 10,5, 13,5 et 13 avec un endomètre. Vous voyez qu'il était à 4,8 mm. 2 jours après, le gros follicule 17,5, 16 et puis 12, 11,5 avec un endomètre qui reste donc fin. Donc la décision, est-ce qu'on annule vu que l'endomètre est fin? Est-ce qu'on déclenche? Et quel jour on déclenche? Est-ce qu'on attend 24 heures pour voir l'endomètre s'améliorer ou bien on déclenche le même jour? Donc on a choisi d'attendre 24 heures et de déclencher à J12 avec un contrôle 24 heures après, pas de grossesse. La question qui se pose maintenant devant cette stimulation, quelle stimulation proposer pour une nouvelle tentative? Est-ce qu'on fait la même chose, citrate de clomifène plus HMG ou bien HMG seul? Et vu l'endomètre qui était fin, on a choisi de faire la stimulation par les gonadotrophines seulement. Cette femme, elle a développé 3 follicules le jour de l'HCG, 18,5, 17,5, 17,5. Et voilà qu'elle a fait une grossesse triple. C'est ça le risque des inséminations, c'est qu'on ne domine pas le nombre de follicules qui seront, les ovocytes qui seront fécondés. Et là, on a malheureusement une grossesse triple. Elle a accouché à 31 semaines d'aménorrhée de 2 filles et un garçon qui se porte bien. Cette observation, 30 ans pour madame, 30 ans pour monsieur, infertilité primaire de 12 mois, ils étaient catégoriques, ils veulent une grossesse rapidement et donc on les a pris en charge pour une aide médicale. La femme, le bilan est tout à fait normal. Pour monsieur, il a un sperme qui montre un taux de forme typique à 2%, le reste, la libération 30 millions, et puis la mobilité A 5% et B 30%. Donc il s'agit d'une infertilité masculine. Alors, vu l'âge de cette patiente, on a commencé par le citrate de clomifène et on a ajouté de l'HMG le 7e jour et on a fait le monitorage à J9 et elle recrute beaucoup. Donc 3 à droite, 2 à gauche. Le lendemain, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait le dosage de l'estradiol si le recrutement est important. Il était à 4744, le stradiol, picogramme, avec 5 follicules à gauche et 4 follicules à droite. Je crois que la réponse est facile, mais je demande quand même votre avis. Est-ce qu'on annule et on évite les rapports sexuels? Est-ce qu'on déclenche et on fait l'insémination quand même, avec un grand risque de grossesse multiple, ou bien on fait autre chose? On transforme en FIV. Ok. Et on déclenche avec quoi? Parce qu'il y a un risque d'hyperstimulation ovarienne. On ne va pas échapper à la grossesse multiple pour plonger dans le risque d'hyperstimulation ovarienne, parce que les deux risques existent. Et c'est pour ça qu'en discutant avec ce couple qui tient pour avoir la grossesse, il a opté pour la conversion IAC-ICSI. Donc ici, on a déclenché par le décapeptyle 01 2 ampoules. On a donné du Caberlex, un comprimé par jour pendant 8 jours, du calcium en perfusion pendant 4 jours. On a fait la ponction, on a récupéré
pointeur ne marche pas. On a récupéré 13 ovocytes, 11 étaient matures, 8 embryons, 2 transférés, 6 vitrifiés. Et on a fait quand même le transfert. Et cette femme, elle était enceinte, grossesse unique. Elle a eu une fille qui a pesé 3,2 kg, elle a accouché à terme. La dernière observation, femme 27 ans, monsieur 26 ans, infertilité primaire de 5 ans. La femme, donc, elle a été explorée, tout était normal. Elle a eu une stéroscopie qui a montré un endomètre inflammatoire traité par antibiotiques. Monsieur, le spermogramme montre à 0%. Donc, on est parti pour une infertilité masculine par tératospermie. Et on a entamé un protocole d'ICSI, un protocole antagoniste. Le compte des follicules en trop a montré donc un bon compte. Et c'est pour ça qu'on a commencé par 2 ampoules d'FSH recombinantes. À 5, on a un estradiol à 81. On a continué le même taux, le même dosage, donc 150 unités, mais on a changé et on a donné de l'ALH, on a ajouté de l'ALH. Bon, peut-être qu'il fallait doser l'ALH avant de changer. Et on a continué le monitorage. Donc vous voyez que le monitorage montre que ça traîne. C'est pour ça qu'à S10, on a ajouté une ampoule. Donc on était à 150 unités et on est devenu à 225 unités. On a introduit le cétrotide. Et puis le contrôle à J14 montre un taux d'estradiol à 810 avec des follicules à droite 15,5, à gauche 16,5, avec un endomètre qui était de 17 mm. Le lendemain, le contrôle échographique, un follicule de 20 à droite et un follicule de 17 à gauche. Et là, parfois on est dépassé par la technologie. Oui, je reviens. Donc, la question, est-ce qu'on annule ou non? En fait, ce dossier, c'est un dossier du groupe Poséidon, groupe 1. Donc, c'est des femmes qui ont un bon capital au niveau ovarien, mais elles sont relativement sensibles à la FSH. Donc, est-ce qu'on continue quand même et on ponctionne 2 follicules seulement? Et là, toujours, il faut demander l'avis des patients parce qu'il y a un coût aussi qui doit être adapté au résultat. Et le couple a décidé de convertir plutôt en insémination intra-utérine. Donc, on a déclenché l'ovulation. Ici, on n'a pas fait de contrôle le lendemain puisque l'ALH est bloqué par le cétrotide et on a fait l'insémination 24 heures après. Heureusement qu'elle était enceinte, cette femme. Donc là, c'est des situations dans lesquelles le médecin se trouve et il doit essayer de trouver le meilleur résultat, et je pense qu'il faut discuter toujours avec le couple. Donc pour conclure, l'insémination est une technique d'aide médicale à la procréation qui a le but d'obtenir une grossesse. Ceci ne peut se faire que par une prise en charge correcte et une utilisation rationnelle des médicaments. Dans tous les cas, il faut préserver l'état de santé des patientes pour éviter justement les complications qui sont grossesse multiple et hyperstimulation ovarienne. Et il est important d'expliquer au couple la conduite thérapeutique adoptée et de les informer sur les chances de grossesse et les risques encourus pour la mère et pour le fœtus. Et je vous remercie.